Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais m'attaquer à Lady Gaga. Ça fait très longtemps que vous me réclamez une vidéo sur elle et étant donné que là elle revient, je me suis dit qu'il était temps, donc je vais vous dresser son portrait complet, enfin du moins le plus complet possible. Mais avant de démarrer, je vous laisse avec le sponsor du jour, CyberGhost VPN. Je vous rappelle pour ceux qui ne sauraient toujours pas ce qu'est un VPN, qu'il s'agit d'un tunnel sécurisé et privé qui permet de crypter vos données personnelles, également de masquer votre adresse IP. De ce fait, lorsque vous connectez à un Wi-Fi public, par exemple dans un café, un aéroport, sachez que vous vous exposez à des piratages. On peut vous voler vos mots de passe, également vos coordonnées bancaires. Donc un VPN permet vraiment de faire barrage à tout ça. Il vous protège des pirates, également des sites malveillants. Donc ça c'est pour la partie sécurité, mais il y a également d'autres avantages avec CyberGhost. Vous pouvez aussi avoir accès à du contenu géo-restreint. Il vous suffit d'aller par exemple sur Netflix, de sélectionner le pays auquel vous souhaitez avoir accès au catalogue, car oui, les catalogues diffèrent en fonction du pays. Donc s'il y a un programme que vous souhaitez voir qui n'est pas disponible sur le Netflix français, et vous pouvez tenter votre chance dans un autre pays. Vous vous connectez et voilà. C'est très facile d'utilisation, en 2-3 clics c'est réglé. Vous avez plus de 35 plateformes avec lesquelles CyberGhost fonctionne. Si vous voulez voir donc du contenu d'autres pays, faites-vous plaisir. Donc si vous comptez rejoindre tout comme moi les plus de 38 millions d'utilisateurs, sachez que CyberGhost est compatible avec Mac, iOS, Windows, console, télé et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Grâce au lien que je vous mets juste ici, mais également en barre d'infos, vous pourrez bénéficier de 83% de réduction avec en plus 4 mois gratuits si vous voulez tester l'offre. Sachez qu'il y a une assistance disponible 24 heures sur 24 en français. Vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Sachez que maintenant, depuis le temps que je vous en parle, ça fait 3-4 ans que je m'en sers. Je n'ai jamais eu de problème avec CyberGhost. Donc n'hésitez pas. Alors, l'histoire de Lady Gaga. On va commencer par le commencement, par donc son enfance et ses origines. Stephanie Joan Angelina Germanotta est née le 28 mars 1986 à l'hôpital Lenox Hill, qui est dans l'Upper East Side de Manhattan, New York, très beau quartier. Elle est la fille aînée de Joseph Germanotta, un entrepreneur dans le domaine de l'Internet, et de Cynthia Louise, qui a travaillé dans les télécommunications avant de se consacrer à des activités philanthropiques. Donc Stéphanie, Lady Gaga, a une sœur cadette, Nathalie, qui est née en 92 et qui est aujourd'hui styliste. Donc voilà pour planter un peu le décor de la petite famille. Donc la famille Germanotta, vu le nom, on a compris que c'était une famille d'origine italienne, avec des racines du côté paternel qui remonte à Naso en Sicile. Elle a souvent mentionné que ses parents venaient de milieux modestes et qu'ils avaient travaillé dur pour offrir à leurs enfants une vie confortable. Elle a déclaré « Mes parents venaient de familles pauvres, donc nous avons travaillé pour tout ». Dès l'âge de 4 ans, Stéphanie a commencé à apprendre le piano. Elle a développé rapidement une passion pour la musique et à 11 ans, elle a tenté d'intégrer la Juilliard School à Manhattan, fameuse école très réputée, mais elle a finalement choisi de fréquenter le Convent of the Sacred Heart, qui est une école catholique privée pour filles située dans l'Upper East Side. Elle décrit son expérience scolaire comme étant très dévouée, très studieuse, très disciplinée, bien qu'elle se soit également sentie un peu en insécurité. À 13 ans, elle écrit sa première ballade au piano et à 14 ans, elle commence à se produire lors de scènes ouvertes dans des clubs de jazz de New York, souvent accompagnée de sa mère. Pendant ses années de lycée, Stéphanie participe à des productions théâtrales telles que Guys and Dolls et A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Elle a également été membre d'un groupe de rock nommé Mackin Pulsifer qui reprenait les titres de Led Zeppelin, Pink Floyd et Jefferson Airplane par exemple. Et en parallèle, elle rejoint un groupe de jazz et elle fait même une brève apparition à l'écran dans le clip d'ACDC, Stiff Upper Lip, et à 17 ans, elle est admise à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York où elle étudie la musique ainsi que le théâtre. Cependant, elle quitte l'université au cours de sa 2e année pour se consacrer à sa carrière musicale avec le soutien inconditionnel de son père qui a accepté de payer son loyer pendant 1 an. Par rapport à son enfance, petite pause là-dessus,
Lady Gaga a souvent évoqué les défis de son adolescence, notamment le harcèlement scolaire qu'elle a subi en raison de son apparence et de sa personnalité excentrique. Elle a déclaré « Je ne m'intégrais pas et je me sentais comme une marginale ». Ces expériences, bien sûr, ont donc profondément influencé son engagement ultérieur en faveur de l'acceptation de soi et de la lutte contre le harcèlement. Donc lorsqu'elle quitte l'université, elle a 19 ans, elle plonge donc dans une vie bohème et instable dans le Lower East Side de Manhattan, le quartier artistique mais assez rude à l'époque, et afin de survivre, elle va cumuler plusieurs petits boulots. Serveuse dans des bars de striptease, sans jamais être elle-même stripteaseuse, elle précise. Elle est également serveuse au Cornelia Street Café, célèbre pour avoir vu débuter de nombreux artistes underground de la scène new-yorkaise. Elle sera brièvement go-go danseuse dans des clubs alternatifs et elle raconte que ces expériences ont renforcé son rapport au corps, à la scène et à la provocation. J'étais serveuse la nuit, je répétais dans ma chambre le jour. Je voulais qu'on me voie, qu'on m'écoute, alors j'ai décidé d'être la plus bruyante de toutes. Alors Stéphanie comprend très tôt l'intérêt d'Internet pour construire une base de fans. Elle lance un site personnel, stephanimusic.com. Elle crée une page MySpace où elle partage ses premières chansons piano-voix et interagit avec une communauté underground. C'est à cette époque qu'elle commence à se forger une fanbase LGBTQ+ locale très fidèle grâce à ses performances dans des clubs comme The Cutting Room ou le Rockwood Music Hall. Et elle a formé le groupe SG Band avec des amis d'université et ils se produisent dans des lieux emblématiques comme The Bitter End ainsi que le Mercury Lounge, et ses performances attirent l'attention du producteur Joe Vulpis, marquant le début de collaborations professionnelles. En 2006, elle est repérée par la chasseuse de talent Wendy Starland, qui la présente au producteur Rob Fusari. Elle signe chez Def Jam Records en septembre 2006, après que le producteur Rob Fusari ait envoyé ses démos à Joshua Sarubin, et impressionné, il a l'approbation de L.A. Reid, président de Def Jam, pour la signer. À cette époque-là, Stéphanie a un style musical et visuel assez sobre. Elle s'inspire du rock indépendant, du piano bar et des artistes comme Fiona Apple ou Norah Jones. Et elle se produit sur scène en jeans skinny, talons discrets, t-shirt moulant. Il n'y a pas encore de perruque, de tenue extravagante, ni de danseur électro. Mais après seulement 3 mois chez Def Jam, elle est virée par téléphone sans explication claire. Le label ne croit pas que son style corresponde aux attentes du marché pop grand public. Alors elle va exprimer sa déception face à cette rupture soudaine, déclarant qu'elle se sentait abandonnée et incomprise par l'industrie musicale. Des années plus tard, L.A. Reid a admis que cette décision était une erreur, tu m'étonnes, affirmant qu'il avait totalement raté le coche en laissant partir Lady Gaga. Loin de se laisser abattre, elle entame une transformation radicale. On me disait que je n'étais pas assez sexy, pas assez jolie, pas assez spéciale. Alors j'ai décidé d'être quelqu'un qu'on ne pouvait pas ignorer. Donc c'est avec le producteur Rob Fusari qu'elle va trouver son nom de scène. Il y a Radio Gaga qui est passé et Rob lui a dit « Tu ne t'appelles plus Stéphanie, tu es Gaga ». Et avec Lady Starlight, elle lance des performances expérimentales dans des clubs et c'est dans ces clubs qu'elle commence à rôder cette nouvelle identité en collaboration avec la performeuse donc Lady Starlight. Ensemble, elle crée des spectacles néo-burlesques à mi-chemin entre performance artistique et provocation scénique. Leur duo Lady Gaga and the Starlight Review rend hommage aux variétés des années 70 et se fait remarquer jusqu'au festival Lollapalooza en 2007. Alors là, ce qui change concrètement, des perruques platine ou argentées, des lunettes futuristes, des tenues construites comme des œuvres d'art, des danses électro-provocantes, une personnalité exagérément théâtrale, c'est la roue libre. Elle construit une mythologie Gaga à la croisée de la mode, de la musique et de la revendication identitaire. Et comme elle le déclare en 2010, Stéphanie est restée, mais Gaga était née. C'était comme si je m'étais libérée d'un poids. Et c'est donc le producteur Vincent Herbert qui la remarque et la fait signer chez Streamline Records, une filiale d'Interscope. Et elle est ensuite repérée par Akon, impressionné par sa voix lors d'une session d'écriture, et l'a fait signer sur son propre label Con Live. Quand je l'ai entendue chanter, j'ai su que je tenais une star, pas juste une chanteuse, mais une vision.
a déclaré Akon en 2011. Donc cette signature avec Akon permet de lancer la production de son tout premier album, The Fame en 2008, qui marquera l'explosion du phénomène Lady Gaga. Donc là, c'est la naissance d'une icône pop. Dès qu'elle a signé avec Akon chez donc Conlive, avec Streamline Records, elle entre en studio avec une vision très claire, créer une pop nouvelle, provocante, électro et résolument visuelle. Elle ne veut pas seulement faire danser, elle veut incarner quelque chose de plus grand, un personnage, un univers. Et elle dit « Je voulais parler de célébrité comme d'un concept, d'une culture qu'on consomme comme une drogue. La fame n'est pas seulement pour les stars, c'est une énergie que tout le monde peut convoquer. » Alors, petite parenthèse musicale sur les influences de cet album. Il puise dans plusieurs univers. Déjà, il y a de l'électro-pop des années 80, type Madonna, Cyndi Lauper. On a aussi du glam rock, type Bowie et Queen, de la synth pop européenne, type Robyn, et un zeste de hip-hop et de dance music pour les beats. Elle coécrit et coproduit chaque morceau, souvent avec Red One, producteur marocain-suédois qui va devenir son collaborateur clé. Ensemble, ils peaufinent un son à la fois dansant, catchy et ironique, avec des refrains entêtants et des paroles qui jouent avec les codes de la célébrité, du sexe, de la superficialité et du pouvoir. Niveau esthétique, avec The Fame, Lady Gaga ne se contente pas de sortir un disque, elle lance une esthétique complète. Les clips sont ultra stylisés, provocants et souvent narratifs, ça raconte vraiment une histoire. Les tenues sont immédiatement reconnaissables, notamment le body métallique de Just Dance, les masques, les lunettes à LED et les tenues cubiques futuristes. Et les performances qu'elle livre à la télévision vont marquer les esprits. Vous vous doutez bien que face à cette fusée, cet alien qui débarque en août 2008, donc quand sort l'album, le succès, il est critique et commercial immédiatement. 8 millions d'exemplaires vendus en un an. Numéro 1 dans de nombreux pays, Lady Gaga devient la première artiste à dépasser le milliard de vues sur YouTube. Elle remporte 2 Grammy Awards pour Poker Face et The Fame. Et au-delà des chiffres, c'est la culture qui change. Elle ouvre la voie à un nouveau type de pop star, hyper consciente, stylisée, queer-friendly, provocante et cérébrale. Comme elle dit, j'étais obsédée par l'idée de choquer, j'ai construit une armure. La Gaga que vous voyez, c'était ma manière de survivre. Ça, c'était en 2011 pour Vanity Fair. Bon, dans tout ça, je vais quand même vous citer quelques petits clashs qu'il y a eu notamment avec Christina Aguilera. Un peu de contexte. Donc, à ce moment-là, quand Lady Gaga explose avec Just Dance, il y a des critiques qui ont rapidement comparé son look à celui de Christina Aguilera, notamment à l'époque de Keeps Getting Better. Donc on dit que c'était un peu du copier-coller, quoi. Donc il y a des tensions. Christina aurait initialement minimisé Lady Gaga en disant à la presse « Je ne sais même pas qui c'est, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme ». Bon, finalement, les deux femmes se sont réconciliées. Elles ont chanté ensemble « Do What You Want » en 2013, après la polémique autour de R. Kelly. Christina a même déclaré que Gaga était une femme puissante et inspirante. Tout est bien qui finit bien. Après le succès de The Fame, Lady Gaga dévoile The Fame Monster le 17 novembre 2009 et cet opus explore les aspects plus sombres de la célébrité et de la culture pop, abordant des thèmes tels que la peur, la solitude et l'obsession. Je voulais parler des monstres que j'ai rencontrés sur mon chemin vers la célébrité, a-t-elle déclaré MTV en 2009. Alors on va quand même parler de collaborations marquantes, la plus notable étant son duo avec Beyoncé sur le titre Téléphone. Ce morceau, extrait de The Fame Monster, est accompagné d'un clip vidéo de près de 10 minutes, réalisé par Jonas Åkerlund, j'espère que je prononce bien, qui rend hommage au film de Quentin Tarantino. Le clip est salué pour sa narration cinématographique et son esthétique audacieuse. Et The Fame Monster connaît un succès critique et commercial. L'album atteint la première place dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Le single Bad Romance devient un hit international, atteignant la première place dans 12 pays et la deuxième aux États-Unis. L'album remporte le Grammy Award du meilleur album pop vocal en 2011. Et dans tout ce succès, côté vie privée, sachez quand même que Lady Gaga, elle a entretenu une relation intermittente avec Luke Carl, un barman qu'elle fréquentait depuis 2005. Ils ont rompu définitivement en 2011. Elle a également eu une brève relation avec le designer Matthew Dada Williams
de 2009 à 2010. Petit point vie sentimentale quand même. Hein. Bon, ensuite, pour promouvoir The Fame Monster, Lady Gaga lance The Monster Ball Tour, sa deuxième tournée mondiale qui se déroule de 2009 à 2011. Cette tournée qui comprend plus de 200 concerts à travers le monde est saluée pour sa production théâtrale et ses performances énergiques. Elle génère plus de 227 millions de dollars de recettes et attire plus de 2,5 millions de spectateurs. Après cette tournée, le 23 mai 2011, Born This Way sort et l'album explore des thèmes tels que l'acceptation de soi, l'identité et la liberté. Alors il y a encore des collaborations notables, hein, notamment avec Clarence Clemons, saxophoniste de E Street Band sur les titres Hair et The Edge of Glory. On retrouve aussi Brian May, guitariste de Queen sur You and I. L'album se vend à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis lors de sa première semaine de sortie seulement, devenant l'album le plus rapidement vendu depuis 2005. Pas mal. Il atteint la première place dans plus de 20 pays et il se vend à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde. En termes d'esthétique, là, Lady Gaga adopte une esthétique plus sombre et gothique pour cet album avec des clips provocateurs comme Judas, qui a suscité des controverses religieuses. Hein. On va reparler après des polémiques. Pour promouvoir donc cet album, elle lance une tournée mondiale, The Born This Way Ball, classée comme la 5e tournée la plus lucrative de 2012, générant près de 184 millions de dollars de recettes sur 98 dates. Et on peut quand même faire un point sur le phénomène là. Entre la sortie de The Fame Monster en 2009 et Born This Way en 2011, Gaga devient bien plus qu'une pop star. Elle devient une figure culturelle, politique et artistique incontournable. En effet, en 2010-2011, elle s'engage publiquement pour l'abolition de la politique américaine Don't Ask, Don't Tell, qui interdisait aux militants américains de parler de leur homosexualité. Elle milite pour les droits LGBTQ+, avec force. D'ailleurs, elle en parle dans Born This Way, qui est devenu un hymne queer mondial. Elle reçoit plusieurs prix d'associations LGBTQ+, comme GLAAD. Ses concerts et ses clips sont souvent des manifestes de diversité et de fierté queer. Et à la même époque, en 2011, elle lance même la Born This Way Foundation avec sa mère, dédiée à la santé mentale des jeunes et à la lutte contre le harcèlement. Donc leur objectif, soutenir le bien-être mental des jeunes, lutter contre le harcèlement scolaire et promouvoir la gentillesse et l'inclusion à travers des ateliers, des campagnes éducatives, des recherches universitaires en partenariat avec Harvard et une ligne d'écoute ainsi que des outils numériques. Je veux créer un monde, dit-elle, où la jeunesse se sent écoutée et en sécurité. Elle popularise l'idée que la pop peut être intellectuelle, politique, tout ça à la fois. Et donc, comme je vous disais, ça entraîne des controverses, religieuses notamment. Donc, plusieurs de ses œuvres ont été qualifiées de blasphèmes. Alejandro, par exemple, ce clip présente des images religieuses, notamment Gaga en habit de nonne, ce qui a suscité l'indignation de groupes catholiques. On a aussi Judas, qui sort peu avant Pâques. Le titre a été critiqué pour ses références à des figures bibliques, certains y voyant une provocation. Donc ces controverses ont conduit à des censures dans des pays comme le Liban et la Malaisie. D'ailleurs, lors de sa tournée Born This Way Ball, il y a plusieurs concerts en Asie qui ont été annulés ou modifiés en raison de pression de groupes religieux et conservateurs, notamment en Indonésie, où des menaces ont conduit à l'annulation d'un spectacle à Jakarta. Donc voilà, et c'est pas fini, hein, les scandales. À cette époque-là, il faut savoir que sa simple arrivée sur un tapis rouge devient un événement. Elle pousse le concept de célébrité jusqu'à l'absurde, à la manière d'un personnage vivant dans une performance permanente. Et c'est là qu'on se rappelle tous de la robe de viande. Ça m'avait franchement choqué, j'avoue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? 12 septembre 2010, on est au MTV Video Music Awards à Los Angeles. Gaga débarque avec une robe faite de véritables morceaux de viande crue, créée par le designer argentin Frank Fernandez et stylisée par Nicola Formichetti, son directeur artistique de l'époque. Elle reçoit ce soir-là 8 récompenses, dont vidéo de l'année pour Bad Romance. Et alors là, les réactions, comment vous dire? Déjà, critique de la PETA, qui dénonce un manque de respect envers les animaux. Des débats médiatiques entre art contemporain, provocation gratuite et discours féministes. Toutefois, sachez qu'il y a un musée qui a conservé la robe. Il l'a transformée pour l'exposer au Rock and Roll Hall of Fame à Cleveland. Donc voilà, elle pousse les choses à l'extrême. Donc à ce moment-là, elle est au sommet de son influence pop. Elle redéfinit les limites du mainstream. Elle est provocante sans être vulgaire, intellectuelle tout en étant populaire, engagée sans être trop non plus moralisatrice. Et dans tout ça, elle va se brouiller avec son pote Perez Hilton. Je pense que vous le connaissez. C'est la Gossip Girl originelle, quoi.
Donc au début de sa carrière, elle était proche de ce blogueur Perez Hilton. Et en 2011, leur relation explose. Perez Hilton commence à critiquer Gaga violemment sur son blog. Elle affirme qu'il a tenté de la harceler émotionnellement et même de s'installer dans le même immeuble qu'elle à New York. Elle le décrit comme obsédé et toxique. Et lui, de son côté, il a longtemps nié, mais il a fini par dire qu'il regrettait certains propos, et pour autant ils vont jamais se réconcilier. Et le deuxième clash à cette période-là, c'est avec Madonna. Ça a été le clash le plus médiatisé. Quand Gaga sort Born This Way en 2011, dès les premières notes, la ressemblance avec Express Yourself de Madonna est frappante. C'est le même tempo, même message féministe, même montée d'accord. La presse s'est emballée, Twitter s'est enflammé, et très vite les rumeurs de plagiat sont devenus un débat mondial. Donc on a Madonna qui s'exprime à ABC News en 2012 en disant « J'ai pensé que c'était une belle copie de ma chanson, ce qui est réducteur ». Alors les médias s'emballent encore plus, ils alimentent une rivalité entre les deux stars. Madonna a même mixé les deux chansons en live pour souligner leur ressemblance. C'était sur scène pendant son MDNA Tour. Elle enchaîne un mash-up de Express Yourself, Born This Way, et elle termine sur She's Not Me, traduction Elle n'est pas moi. Et suite à ça, Lady Gaga va se défendre avec élégance mais fermeté en disant « Je ne vais pas être l'adolescente qui dit « elle me déteste, je suis une grande fan, mais je fais mon propre truc ». Finalement, Lady Gaga et Madonna vont être aperçues ensemble dans les coulisses des Oscars en 2015. Madonna va même reposter des photos de Gaga sur Instagram montrant son respect. Donc voilà, ça y est, tout va bien, tout est bien qui finit bien. Donc on revient. Le 6 novembre 2013, Art Pop, nouvel album. Il se présente comme un projet conceptuel mêlant musique, art contemporain et culture numérique. Donc elle a annoncé cet album-là sur Twitter avec des tweets énigmatiques. Alors c'est un album électropop expérimental mêlant EDM, glam rock et paroles cryptiques. Les collaborations Do What You Want avec R. Kelly, plus une version alternative avec Christina Aguilera. Et on a également Applause, Guy, Vénus, Swine. Bref. Et l'univers visuel, il est influencé par Jeff Koons, Botticelli, la mythologie grecque et des références numériques, des gifs, des glitches, art esthétique Tumblr. Alors les chiffres, Art Pop débute numéro 1 du Billboard, mais les ventes chutent rapidement après la première semaine parce que l'album divise les critiques. Il est accusé d'être prétentieux, de manquer de cohérence et d'être déconnecté du public. L'album semble vouloir tout dire à la fois, au point de ne plus rien dire du tout. Voilà ce que titraient les critiques de l'époque. Et donc, comme je vous disais, parmi tout ça, sa collaboration avec R. Kelly, suite aux accusations qu'il va y avoir contre lui, elle va exprimer ses regrets et elle va retirer la chanson des plateformes de streaming en 2019. Mais il n'y a pas que ça, malgré que l'album n'ait pas trop bien marché, on va quand même apprendre par Gaga, qui le révélera plus tard, qu'elle a vécu un burn-out sévère, des douleurs chroniques et une dépression pendant cette période. Elle s'est séparée de son manager historique Troy Carter peu avant la sortie. Elle se sent trahie par son équipe et dit que Art Pop a été la chute la plus brutale de sa carrière. J'avais le cœur brisé, j'avais l'impression d'être une marionnette, une coquille vide. Bon, dans tout ça, elle va quand même présenter Swine, un morceau sur le VIOL et la rage, dans un concert très cru, surnommé le Swing Fest. Elle se fait vomir dessus en live par l'artiste Millie Brown, qui va déclencher donc une polémique. Et suite à ça, elle fait une tournée, Art Rave, The Art Pop Ball, tournée visuellement spectaculaire, mais moins lucrative que les précédentes. Elle privilégie les fans hardcore aux dépens du grand public. Et côté vie privée, c'est à cette époque-là qu'elle entame une relation avec l'acteur Taylor Kinney, rencontrée sur le tournage du clip You and I en 2011, qui va la soutenir pendant cette période difficile. Elle commence à parler plus ouvertement de sa douleur chronique, diagnostiquée plus tard comme fibromyalgie, et de ses traumatismes intimes, le VIOL. Donc résumé de cette ère art pop, ça a marqué une rupture, une Gaga désillusionnée, isolée artistiquement, un public déconcerté mais quand même fidèle, une volonté de se réinventer loin des diktats commerciaux. Et pourtant, malgré l'accueil tiède de l'époque, Art Pop a depuis acquis un statut culte auprès des fans et fait l'objet d'une réévaluation critique, notamment après l'appel massif des Little Monsters pour une suite Art Pop Act 2.
On arrive donc en 2014. Le 19 septembre, Lady Gaga sort Chick to Chick, un album de standard de jazz en duo avec Tony Bennett. L'album reçoit des critiques positives, saluant la chimie vocale entre les deux artistes. Il s'écoule à 131 000 exemplaires la première semaine. Il remporte le Grammy Award du meilleur album vocal pop traditionnel en 2015. Et le 21 octobre 2016, Gaga dévoile Joan, un album plus intime dédié à sa tante décédée avant sa naissance. Et cet album marque une rupture stylistique avec des influences folk, rock et country. Donc on retient Perfect Illusion et Million Reasons, qui rencontrent un succès modéré. Donc l'album divise la critique, mais il est quand même salué pour sa sincérité et son authenticité. Et à cette période-là, alors déjà, je quand même reprécise que en 2014, Gaga révèle avoir été donc VIOLE à 19 ans par un producteur de l'industrie. Et donc en 2016, elle coécrit et interprète Till It Happens to You pour le documentaire The Hunting Ground sur les VIOL dans les universités américaines. Et elle déclare: il m'a fallu des années pour en parler, mais je le devais pour moi et pour les autres. Elle interprète même cette chanson poignante aux Oscars 2016, accompagnée de dizaines de survivantes dans une séquence extrêmement marquante. Mais 2016, année aussi des polémiques avec la Chine. Ça faisait longtemps. Juin 2016, Gaga rencontre le Dalai Lama lors d'un événement à Indianapolis organisé par la Conférence des maires des États-Unis. Ensemble, ils discutent publiquement de compassion, santé mentale, bien-être émotionnel, des thèmes chers à Gaga dans le cadre de ses engagements personnels et humanitaires. Et donc, le Dalai Lama, considéré par le gouvernement chinois comme un séparatiste dangereux, du fait de son influence spirituelle et politique au Tibet, forcément toute interaction avec lui, même pacifique ou symbolique, est interprétée par la Chine comme un affront diplomatique. Donc dès que les images de la rencontre entre Gaga et lui ont circulé, la réaction a été immédiate et ferme. Les chansons de Lady Gaga sont retirées des plateformes de streaming chinoises. Les autorités imposent une interdiction implicite de ses œuvres, concerts et toute forme de promotion sur le territoire chinois. Donc elle est blacklistée des médias officiels. Et la réaction officielle de tout ça, aucune déclaration publique n'a été faite par Lady Gaga, mais certains observateurs ont noté qu'elle a persisté dans ses engagements humanitaires sans céder aux pressions économiques. Donc en gros, tant pis la Chine, quoi, c'est pas grave. Donc ça conforte quand même également son image de pop star engagée, prête à sacrifier des marchés lucratifs, comme la Chine, pour défendre ses valeurs. À l'époque, la Chine représentait déjà une puissance majeure pour l'industrie musicale internationale. D'autres artistes comme Selena Gomez, Katy Perry, Maroon 5 ou même Justin Bieber ont été sanctionnés pour des raisons similaires, soutien au Dalai Lama ou à Taïwan, mais peu l'ont été aussi lourdement que Gaga. Suite à ça, sort le documentaire 5 Foot 2, référence à sa taille, sur Netflix en septembre 2017. Il offre une plongée intime dans sa vie durant une année assez cruciale de sa carrière, pendant la création de son 5e album solo, Joan, et la préparation du Super Bowl. Donc ce documentaire, il adopte un style cinéma vérité et il dévoile donc des aspects personnels de sa vie, notamment ses relations familiales. On voit même ses parents, sa sœur et sa grand-mère. Ça parle aussi de son combat contre la fibromyalgie, maladie chronique provoquant des douleurs intenses qui l'a contrainte à reporter certaines dates de sa tournée John World Tour. On y voit également des moments de vulnérabilité où elle exprime des sentiments de solitude et de doute malgré son succès. Et suite à ça, le cinéma. 5 octobre 2018, Gaga fait ses débuts au cinéma dans A Star is Born aux côtés de Bradley Cooper. Alors ce film marque un tournant majeur dans sa carrière, révélant son talent d'actrice au grand public. Et comment elle a décroché ce rôle? Elle a interprété La vie en rose lors d'un gala caritatif et elle a impressionné Bradley Cooper. Donc séduit par sa prestation, il l'a invité à auditionner avec lui, ils ont chanté ensemble et cette session l'a convaincu de l'alchimie entre eux, le poussant à la choisir pour le rôle d'Ali. À l'origine, on avait pensé à Beyoncé, Adele pour le rôle, mais c'est Gaga qui a su capturer l'essence du personnage. Le tournage, il est en conditions réelles, il y a plusieurs scènes de concert qui ont été filmées lors de festivals comme Coachella en 2017, où Gaga a été en tête d'affiche. Les spectateurs ont payé 10 $ pour assister aux enregistrements, ajoutant une authenticité aux performances. Et contrairement aux pratiques habituelles, les chansons du film ont été enregistrées en direct pendant le tournage, afin de renforcer le sentiment d'immersion du spectateur. A Star is Born reçoit 8 nominations aux Oscars, remportant celui de la meilleure chanson originale pour Shallow. Cette chanson a également valu à Gaga un Golden Globe et un Grammy Award. Le film a été acclamé par la critique et le public. Il a rapporté plus de 4
436 millions de dollars dans le monde, dont 215 rien qu'aux States. Les performances de Bradley Cooper et Gaga ont été saluées, ainsi que la bande-son. Donc la chanson, le cinéma, et puis le maquillage. Le 15 juillet 2019, Lady Gaga lance Oath Laboratories, une marque de cosmétiques inclusive, vegan et cruelty-free. Donc initialement disponible sur Amazon, la marque est repositionnée en 2022 sous le nom de Oath Labs by Lady Gaga. La même année, sa fondation lance Be Kind 21, une initiative annuelle encourageant les gens à pratiquer la gentillesse pendant 21 jours consécutifs. Et on arrive aussi en pleine période de pandémie, où là, elle va mettre à disposition des outils pour la santé mentale et elle va même faire un concert caritatif planétaire le 18 avril 2020. Elle co-organise avec l'OMS et Global Citizen l'événement One World Together at Home, diffusé dans plus de 175 pays afin de récolter des fonds pour le personnel soignant et sensibiliser au coco. Et parallèlement à tout ça, en 2020 toujours, elle soutient Joe Biden. Elle se produit lors de son meeting final en Pennsylvanie, puis chante l'hymne national à son investiture en janvier 2021. Et elle dit « Je crois en un président qui se bat pour la gentillesse, la vérité et la décence ». Toujours la même année 2020, elle sort un nouvel album. Chromatica sort le 29 mai 2020. Donc l'album comprend des duos avec Ariana Grande, Rain on Me, Blackpink pour Soul Candy et Elton John, Seen from Above. Et là, elle aborde des sujets personnels tels que la santé mentale, les traumatismes et la guérison, le tout sur des rythmes énergiques. Mais encore une petite polémique quand même, car en 2022, elle révèle avoir effectué plusieurs concerts de sa tournée Chromatica Ball, tout en étant positive au coco. Donc elle s'est fait détruire pour avoir mis en danger des fans et son équipe. Bon, retour au cinéma. Le 24 novembre 2021, Gaga incarne Patrizia Reggiani dans House of Gucci, réalisé par Ridley Scott. Donc elle a été choisie pour interpréter l'ex-épouse de Maurizio Gucci, héritier de la célèbre maison de couture. Et afin de se préparer à ce rôle complexe, elle a adopté une approche de méthode acting. Donc elle a vécu comme son personnage pendant 18 mois, adoptant son accent et ses manières, même en dehors des plateaux de tournage. Elle a étudié le comportement des panthères pour capturer la nature séductrice et prédatrice de Reggiani. Et elle a également puisé dans ses propres expériences personnelles pour donner de la profondeur au personnage. Et sachez qu'elle a même maintenu l'accent italien pendant toute la durée du tournage, même en dehors des scènes, afin de rester immergée dans son rôle. La performance de Gaga a été largement saluée. Elle a été nominée pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. Elle a également reçu une nomination aux BAFTA Awards pour la meilleure actrice. House of Gucci lui a permis de consolider sa réputation d'actrice sérieuse et engagée, capable de s'immerger complètement dans des rôles complexes. On arrive donc en 2021, le 1er octobre. Lady Gaga et Tony Bennett sortent Love for Sale. L'album est salué pour son authenticité et la complicité entre les deux artistes. Suite à ça, 2022, elle entame enfin sa tournée The Chromatica Ball, ce qui avait eu donc plusieurs reports dus à la pandémie. Donc elle lance cette tournée le 17 juillet 2022 à Düsseldorf et au total, la tournée va générer plus de 112 millions de dollars de recettes. Et après ça, retour au cinéma. Le 4 octobre 2024, Lady Gaga incarne Harley Quinn dans Joker Folie à deux, aux côtés de Joaquin Phoenix, qui explore la relation complexe entre les deux personnages, avec des séquences musicales intégrées à la narration. Gaga, de son côté, a été attirée par la complexité du personnage de Harley Quinn, qu'elle interprète sous le nom de Harleen Lee Quinzel, et elle décrit le film comme une œuvre mêlant musique, danse, drame judiciaire et comédie, soulignant l'audace et la complexité de la réalisation. On a du chant en direct. Elle a insisté pour chanter en direct lors des scènes musicales, afin toujours d'avoir ce côté authentique et immersif pour les spectateurs. Elle a également travaillé pour désapprendre sa technique vocale habituelle, cherchant à chanter avec une voix plus naïve et enfantine, reflétant la psychologie de son personnage. Et avec Joaquin Phoenix, les deux acteurs ont travaillé étroitement pour développer la dynamique entre leurs personnages, explorant les thèmes de la folie et de l'amour toxique. Et l'accueil de ce film, alors moi j'ai vu que des critiques négatives. Pourtant tout le monde l'attendait, en tout cas au box-office. Avec un budget estimé à 200 millions de dollars, Joker Folie à deux a rapporté environ 207,5 millions de dollars dans le monde, ce qui est considéré comme une performance décevante par rapport aux attentes. Les critiques ont salué la performance de Lady Gaga, mais certains ont estimé que le film peinait à trouver un équilibre entre ses éléments musicaux et son ton sombre. Malgré des résultats financiers
bien en dessous des attentes. Joker Folia 2 permet quand même encore à Gaga de démontrer une fois de plus sa polyvalence artistique et son engagement profond dans ses rôles. Et côté vie perso, sachez quand même que depuis 2019, Gaga partage sa vie avec Michael Polanski, entrepreneur et directeur du Parker Institute for Cancer Immunotherapy. Et ils ont officialisé leur fiançailles en juillet 2024 lors des JO à Paris, où elle a présenté comme son fiancé au Premier ministre français, qui maintiennent une vie privée, apparaissant rarement ensemble sur les tapis rouges. Et donc on en arrive à cette année. Le 7 mars 2025, Lady Gaga a dévoilé son 7e album studio Mayhem, marquant un retour aux sonorités électropop qui ont fait sa renommée. L'album, salué par la critique, comprend 14 titres produits par Gaga elle-même. Donc les titres phares, on a Abracadabra, un morceau dance pop énergique accompagné d'un clip diffusé lors des Grammy Awards 2025. La chanson a atteint le top 10 dans plusieurs pays européens et asiatiques. On a aussi Zombie Boy, on a également le titre Killa, Love Drug, une ballade coécrite avec son chéri qui explore les thèmes de l'amour et de la dépendance. Et seul ombre au tableau, le même mois, donc mars 2025, la marque de surf californienne Lost International intente une action en justice contre Gaga, l'accusant d'avoir utilisé un logo similaire au leur pour son album Mayhem. Bon, elle a rejeté les accusations disant que c'était des opportunistes. Je sais pas vraiment ce que ça a donné. Ensuite, elle a fait une performance à Coachella en avril. Elle était en tête d'affiche du festival. Donc, elle a interprété des titres de son dernier album. Elle a aussi fait un concert à Rio le 3 mai. Elle a donné un concert gratuit sur la plage de Copacabana qui a attiré plus de 2,5 millions de spectateurs, un record pour une artiste féminine. On l'a aussi vue au Saturday Night Live. Elle a animé et interprété plusieurs chansons de Mayhem. Et là, récemment, on a vu, lors de l'événement Netflix To Doom 2025, qu'elle jouera donc dans la 2e saison de la série Mercredi, Wednesday. Elle incarnera Rosalind Rothwood, une prof légendaire de l'Académie Nevermore. Elle apparaîtra dans la 2e partie de la saison, prévue pour le 3 septembre 2025. Que c'est long. Et elle a annoncé sa tournée mondiale, The Mayhem Ball, qui débutera le 16 juillet 2025 à Las Vegas, avec des concerts prévus à Paris les 17, 18 et 20 novembre. Si jamais, je sais pas, s'il y a encore des places, bah, c'est l'occasion quoi, allez-y. Moi je sais que j'irai pas. Voilà, j'ai lâché l'affaire pour Katy Perry, hein. Je vous avais dit que je me tâtais, mais franchement, vu les images, ouais non, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas la peine. Et Lady Gaga, c'est pas une artiste dont je suis particulièrement fan. J'accroche pas vraiment à son univers. Je salue les performances, je salue la dinguerie du personnage, je salue l'audace artistique, je salue l'engagement, je salue plein de choses. Par contre, je ne salue pas la performance au JO parce que je sais que plein de gens étaient dégoûtés. Ils se sont mangés un écran. Elle n'était pas vraiment là. Je ne sais pas si c'était une volonté des organisateurs qu'elle soit pas vraiment là ou si... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bref. La seule chanson d'elle que j'aime vraiment bien, c'est Paparazzi. En tout cas, j'ai quand même été ravie de faire cette vidéo parce que c'est quand même un sacré personnage, il y avait pas mal de choses à dire. Donc j'espère vous avoir bien condensé tout au maximum. Naturellement, je peux pas tout dire, hein. C'est toujours impossible, mais je vous mets en tout cas le maximum de choses. J'espère que ça vous aura fait plaisir pour tous ceux qui me réclamaient une vidéo sur elle. Voilà, c'est chose faite. Et puis sur ce, je vais vous laisser là. Je vous fais plein de gros bisous. Je remercie encore chaleureusement mon sponsor du jour, CyberGhost VPN, d'avoir sponsorisé donc cette vidéo. Je vous remets le lien ici, mais également en barre d'infos pour profiter des 83% de réduction et des 4 mois en plus offerts. L'abonnement vous reviendra donc à 2 € par mois. N'hésitez pas à tester. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.